Bon, bien, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire de ce matin intitulé Comment planifier sa retraite avec un produit d'assurance maladie grave. Bien, j'imagine que la plupart d'entre vous, vous reconnaissez ma belle voix ce matin, mais dans le cas contraire, mon nom est Alexandre Desbiens et je fais partie de la belle équipe des ventes que voici. Ici, que vous voyez à l'écran, en tant qu'évidemment directeur de compte sous la vice-présidence de M. Marc Trépanier. Bien, chez SSQ, on est répartis par agent général, donc c'est peut-être pour ça que je n'ai pas la chance de travailler étroitement avec vous, mais évidemment, vous êtes en bonne main avec mes autres collègues que vous voyez ici, là, Nathalie, Chan, Steve et Louis-Philippe. Aussi, chez SSQ, on a la chance d'être merveilleusement supporté à l'interne par Lisa, que vous voyez au bas, Jacinthe et Alexandre. Et d'ailleurs, j'ai la chance ce matin d'être en compagnie de ma toute nouvelle collègue à l'interne et qui fait équipe avec moi depuis peu, en remplacement de Marie-Pierre Guimond, qui nous a malheureusement quittés pour relever d'autres défis en novembre dernier. Donc, allô Jacinthe, c'est Jacinthe Benjamin. Allô? Bonjour Alexandre, ça va bien? Bien, ça va super bien. Merci d'être là, Jacinthe. D'ailleurs, Jacinthe, elle va prendre la parole tantôt, un petit peu vers dans une quinzaine de minutes, là, parce qu'on vous a concocté deux belles petites questions pour voir là, si votre compréhension au niveau de ce webinaire-là. Ça va être interactif, ça devrait être le fun. Donc, évidemment, d'ailleurs, ceux qui me connaissent, je me doute bien, là, je vous entends penser, vous dites, hey, Alex, lui, c'est pas un actuaire de formation, là. Puis en plus, c'est un webinaire, on voit pas personne qui parle. Hey, ça va être tout un cocktail de somnifères ce matin, c'est un actuaire webinaire, ça fait pas juste rimer, là, ça sonne aussi avec somnifères. Donc, évidemment, vous dites sûrement que je vais vous gazer comme il faut, comme on dit, mais ne vous en faites pas, là, parce que j'avoue que ça fait toujours un peu bizarre de me parler ici tout seul dans mon bureau, mais pour paraphraser une phrase qu'on entend beaucoup par les temps qui courent, ça devrait bien aller. Puis d'ailleurs, ce matin, je vous annonce que ça va se passer comme quand on était jeune. Pour ceux qui s'en souviennent, là, dans les fameux livres d'histoire qui étaient racontés sur de bonnes vieilles cassettes audio. Là. Donc, ce matin, quand vous allez entendre cette petite clochette-là, désolé, j'ai eu de la misère avec ma clochette. Donc, évidemment, il va être le temps de changer de diapositive. OK? Vous avez compris? Une clochette, comme dans les livres d'histoire, on tourne de page, on change de diapositive. Ben non, évidemment, c'est moi qui ai le contrôle. Là. Essayez pas de changer vos diapositives. Donc, d'ailleurs aussi, ce matin, on est un beau petit groupe. On est tous ensemble, mais évidemment, chacun dans le confort de nos foyers. Je dirais heureusement d'ailleurs, là, parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait chez vous, mais ici à Drummondville, il neige abondamment. Donc, on aurait peut-être eu un petit peu de misère à se déplacer, peut-être pas en arrivant, mais surtout en retournant. Donc, évidemment, là, c'est une bonne affaire. Puis aussi, je vois avec le nombre qu'on est, là, on serait tous à l'amende parce que on serait considéré comme un très gros rassemblement, mettons. Donc, aussi, l'autre affaire, à chaque année, c'est la même chose. Je me demande toujours à quel moment je dois cesser de souhaiter la bonne année. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, mais il me semble d'avoir déjà entendu un vieil adage qui disait qu'on pouvait le faire jusqu'au 31 janvier et si c'était la première fois qu'on parlait à quelqu'un. Évidemment, aujourd'hui, on est le 2 février, mais c'est probablement la première fois que je parle à un bon nombre d'entre vous cette année. Donc, je vais me risquer à défier la règle du 31 janvier, puis je profite de ce temps d'antenne-là pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2021.
Puis, j'ai toujours été un gars positif de nature. Donc, je suis persuadé qu'avec l'arrivée des vaccins, même si on entend les retards, tout ça, écoute, je me suis fait un modèle stochastique l'autre jour. Là. J'avais rien à faire. D'ailleurs, ma femme s'en est plainte. Mais pour essayer de prévoir un peu jusqu'à quand est-ce qu'il y aurait à peu près 70% de la population de vaccinés. Peu importe, avec tout ça, je suis persuadé que quelque part en 2021, on va sûrement être en mesure de pouvoir se voir en personne. Donc, mais comme dans le cas des prévisions des marchés boursiers, évidemment, ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai une thèse sur 8 siècles de crise financière. L'être humain, de par on est des petites bêtes bizarres, de par notre nature, on essaie de tout prévoir. Là. Prévoir quand est-ce qu'on va pouvoir se voir en personne, on n'a pas de boule de cristal non plus, donc c'est un petit peu difficile à prédire. Et finalement, je vous remercie d'être là en si grand nombre parce je me répète, mais on est vraiment un beau petit groupe ce matin. C'est grandement apprécié que vous soyez là. Et comme je dis souvent, vous aviez probablement bien d'autres choses à faire à matin, surtout en pleine période REER, là, que de m'écouter. Donc, c'est vraiment apprécié. Bon, ça suffit, Alex, là, pour toute cette longue introduction. C'est maintenant le temps de passer aux choses sérieuses et d'entrer dans le vif du sujet. D'ailleurs, on a juste 1 heure ensemble. Ça fait déjà quasiment une dizaine de minutes, là, passé 10 heures. Donc, aujourd'hui, je vous annonce, je suis vraiment fébrile, là, je ne sais pas si vous le sentez dans ma voix, là, mais je vous annonce qu'on va répondre à une grande question de l'humanité. C'est-à-dire, est-ce qu'il est préférable d'investir dans un REER ou d'acheter un produit d'assurance maladie grave? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dans les 50 prochaines minutes top chrono, on va tenter de répondre à cette grande question-là. Et d'ailleurs, rappelez-vous ce que j'ai dit dans mon petit message au début, vous devez être présent jusqu'à la fin pour avoir vos UFC, mais je vous confirme que je vous demande de rester jusqu'à la fin parce que ça va être dans les 5-10 dernières minutes que le gros punch va arriver. Et on était tous réunis dans une salle, dans un hôtel, il y aurait eu des ballons qui auraient tombé du plafond à ce moment-là. Je vous le garantis. Donc, restez avec moi jusque-là. Donc, juste question de se mettre en appétit et d'introduire un peu ce qui s'en vient. Vous allez sûrement convenir avec moi que lorsqu'on construit un portefeuille en vue d'épargner pour la retraite, ça nécessite souvent une multitude de décisions éclairées comme quelle portion je dois mettre en obligation, quelle portion je dois mettre en action. Ça demande quel fonds je vais choisir au niveau des actions, quel fonds je vais choisir au niveau des obligations. C'est du gros questionnement puis des grosses analyses. Là. Donc, on entend souvent que la portion en action devrait être 100 moins ton âge. J'ai même déjà entendu ta portion en obligation devrait être 100 moins ton score de golf. Faites le calcul, ça marche. Évidemment, bien des petites choses. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est ça, le but principal de la présentation, c'est que, évidemment, c'est les changements au niveau de la santé de l'épargnant lui-même, que ce soit vous-même, votre client, moi-même, je pense à moi-même. Là. En fait, tu sais, parce que, veux pas, l'épargnant, là, c'est la pierre angulaire, c'est le pourvoyeur, le bailleur de fonds du portefeuille. S'il arrive quelque chose, c'est bien beau d'avoir fait toute ce grosse analyse-là, la partie en action, en obligation, peu importe. Mais ouais, il n'y a plus d'argent qui rentre dans le portefeuille. Comprenez-vous? Donc, c'est ça qu'on va essayer de démontrer. Donc, parce que le diagnostic d'une maladie grave, là, s'il faut gruger dans le portefeuille ou on ne cotise plus au REER, à un moment donné, là, le revenu de retraite futur pourrait être évidemment loin de celui qu'on s'attendait. Donc, à date, est-ce que le contenu vous plaît? En fait, je me demande toujours pourquoi je vous demande ça, parce que c'est moi qui ai le contrôle du webinaire, puis moi, ça me tente de vous en parler, donc vous n'avez pas le choix. C'est des farces. Donc, j'espère que je ne vous endors pas trop, puis que je ne parle pas trop vite, parce que de mon côté, ça va super bien. Donc, évidemment,
comme dans un cours, dans tout cours, ça prend un objectif. Donc, à la fin, on va démontrer l'importance, je vous le dis, là, qu'un produit de maladie grave devrait être inclus dans toute bonne planification de retraite. Donc, au niveau, là, comme je disais tantôt, quelle portion en obligation, quelle portion en action, peu importe, ça va prendre un produit de maladie grave. Pourquoi? Ben, les 4 raisons sont là, puis on va se servir de ces raisons-là pour arriver à nos fins. Donc, bien évidemment, le contexte actuel, que ce soit le contexte actuel au niveau de la pandémie, peu importe, là, les différentes craintes des retraités. Je vais aussi vous donner quelques statistiques à propos des maladies graves. Je sais que vous allez dire, Alex, on en entend souvent, on en voit beaucoup, mais ce que je vais vous donner comme statistique tantôt, là, on ne parlera pas juste au Canada qu'il y a 100 000 cancers par année, et ainsi de suite, là. Surtout les statistiques au niveau de l'espérance de vie, là, ça va porter à réfléchir, vous allez le voir tantôt. Et une autre raison aussi, c'est que les produits de maladies graves sont souvent très flexibles, là, donc ça va nous permettre de faire différentes combinaisons. OK. Donc, évidemment, dans le contexte actuel, là, évidemment, il y a la pandémie, je suis d'accord. La pandémie ne sera pas toujours là, mais la pandémie, ce que ça peut faire, entre autres, au niveau du premier point, c'est que ça fait en sorte que les marchés boursiers sont imprévisibles. Ils l'ont toujours été d'ailleurs, mais actuellement, c'est encore plus vrai. Vous êtes d'accord avec moi que le contexte actuel il est caractérisé par des taux d'intérêt qui sont historiquement bas. Hein? Évidemment, là, si j'avais reçu une pièce à chaque fois qu'un économiste ou qu'un analyste disait que les taux allaient augmenter, je pense que je serais millionnaire. Et évidemment, l'espérance de vie a augmenté considérablement au cours des dernières années. Donc, vous allez voir donc au niveau là, qu'est-ce que va venir faire le produit de maladie grave là-dedans. Donc, les gens me posent souvent la question, Alex, mis à part, là, c'est la dernière fois que je vais en parler, mais du contexte de la pandémie actuelle, là, mais pourquoi les marchés sont-ils si imprévisibles? Bien, évidemment, à chaque fois que je parle de ça, il me vient toujours en tête, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent ce film-là ou qui l'ont déjà écouté. Moi, c'est mon film préféré. Je ne me souviens plus combien de fois je l'ai écouté, mais le fameux film de Wall Street, évidemment, là, dont Michael Douglas jouait là-dedans. Son personnage, souvenez-vous de son personnage, comment il s'appelait? Bon, je vous entends pas, là, c'est normal. Mais effectivement, c'était Gordon Gekko. Donc, Michael Douglas jouait le personnage de Gordon Gekko. Et parce qu'à l'époque que ce film-là a été tourné, on pensait encore qu'il y avait 2 facteurs qui faisaient bouger les marchés boursiers. C'était la peur et l'avidité. En fait, à ce moment-là, on pensait que les marchés boursiers étaient un peu plus prévisibles qu'actuellement et que les investisseurs surtout, et il faut mettre l'emphase là-dessus, à l'époque, on croyait que les investisseurs étaient rationnels. Ouh, à chaque fois que je dis le mot rationnel, j'ai des frissons dans le dos. C'est pas tout à fait la caractéristique d'un être humain, surtout pas quand il y a de l'argent dans les mains. Donc, évidemment, pour en revenir à nos moutons, souvenez-vous sa fameuse phrase célèbre, vous irez le réécouter sur YouTube, là, Greed is good. Donc, l'avidité est nécessaire. L'avidité est bonne. Donc, les gens sont avides, rentrent dans le marché. Les gens ont peur, sortent du marché. Donc, ils agissent de façon rationnelle. Il y a juste ces 2 facteurs-là qui font bouger le marché boursier. Et évidemment, en tant que comme je disais dans mon introduction, l'être humain, on est fait comme ça. Ça vient, dans ma thèse d'ailleurs, j'en avais parlé, ça vient de l'époque de l'homme des cavernes. Faut toujours prédire, essayer de prévoir ce qui va nous arriver. L'homme des cavernes, à l'époque, entendait un bruit. C'est-tu dangereux pour ma vie? Donc, évidemment, il fallait qu'il réagisse rapidement. Et malheureusement, on est resté avec ça dans nos gènes. Dans toute chose, on essaye de prédire. Donc,
au niveau des marchés boursiers, ben, lorsqu'on investit, on va dire qu'est-ce qui devrait arriver. Donc, Wall Street, Bay Street, Sesame Street, appelez ça comme vous voulez, ont fait différents modèles mathématiques comme le modèle d'évaluation des actifs financiers pour essayer de prédire. Donc, mais tous ces modèles-là s'appuyaient sur l'hypothèse que les investisseurs agissent de façon rationnelle. Mais tranquillement, au fil des années, il y a deux gars, Daniel Kahneman et Vernon Smith, qui ont commencé à analyser le comportement des gens au moment d'investir sur les marchés, puis se sont dit, d'après nous autres, là, il n'y a pas juste deux facteurs qui font bouger les marchés boursiers, il n'y a pas juste la peur et l'avidité. Et évidemment, Wall Street, Bay Street ont essayé de faire taire ces gens-là parce qu'ils se sont dit, évidemment, si ce qu'ils disent, c'est vrai, ben tout ce qu'on a créé comme modèle, va falloir les mettre à la poubelle. Donc, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais tranquillement, en 2002, ces gars-là ont remporté un prix Nobel et ils ont démontré évidemment que les investisseurs sont irrationnels et que, évidemment, tous les modèles qui ont été créés ne sont pas vraiment d'une grande utilité. Donc, pourquoi que les marchés sont imprévisibles? Ben, c'est tout à fait parce qu'on est irrationnel. Je vous donne un exemple d'irrationalité. Il pourrait y en avoir plusieurs, mais celui-là, c'est mon préféré. D'ailleurs, on est en pleine période REER. Souvent, comme je disais tantôt, encore une fois, dans mon introduction, on essaye de choisir par les meilleurs fonds. Souvent, d'ailleurs, les gens me demandent, Alex, ce fonds-là, c'est-tu un bon fonds ou c'est un bouffon? Donc, évidemment, j'essaie toujours au mieux meilleur de ma connaissance de répondre à cette question-là. Mais peu importe, revenons à notre présentation. Est-ce que je vous donne le choix aujourd'hui entre deux fonds? Vous avez deux choix. Et je vous donne 1 000 $, puis je vous dis que vous devez l'investir pour les 10 prochaines années en choisissant un de ces deux fonds-là. Je vous facilite la tâche ce matin parce que je vous donne déjà le rendement futur de ces deux fonds-là. Donc, je vous donne le choix entre le fonds A, que je vous dis immédiatement qu'il va chuter de 10 %, mais qui va augmenter de 2 % par année pour les prochaines 10 ans. Et le fonds B, lui, chute de 50 %, mais qui va augmenter de 10 % par année pour les prochaines 10 ans. Donc, vous voyez déjà un peu le topo et je vous dis, selon vous, lequel de ces deux fonds-là va avoir la meilleure valeur accumulée après 10 ans? Je vous laisse 5 secondes pour y penser et faites votre choix correctement. Évidemment, on ne perd pas plus de temps. Si on avait été dans une salle, on aurait pu, j'aurais entendu probablement différentes choses, là, mais évidemment, vous voyez que malgré appelons ça son faible rendement de 2 % par année pendant 10 ans, c'est le fonds A contre toute attente, parce qu'évidemment, ça, c'est un vrai test qui a été passé à plusieurs centaines de personnes et évidemment, vous ne serez pas surpris que la réponse la plus commune était le fonds B. Parce que les gens souvent s'ancrent sur le rendement de 10 % mais oublient la perte de 50 %. Donc, vous voyez rapidement là, que c'est pas toujours le rendement les hausses qui sont importantes, mais c'est souvent aussi les baisses, on va le voir tantôt. Donc, juste garder ça en tête. L'autre chose, souvent, nous autres, nous, en tant qu'investisseurs, on est ce qu'on pourrait appeler, je le dis encore une fois, je me répète, mais des petites bêtes drôlement faites, là. On veut être fier d'avoir fait des gains, mais surtout, on ne veut pas regretter d'avoir encaissé
des pertes. Donc, d'ailleurs, moi, j'ai reçu le mien. Je ne sais pas si vous avez reçu le vôtre ou vos clients, mais au niveau des relevés annuels, là, on va supposer, tiens, je viens de recevoir, on va dévier un peu de cet exemple-là, mais on va supposer que, tiens, moi, je reçois mon relevé annuel, on va garder ça simple, j'ai juste un fonds dans mon portefeuille. Et je m'aperçois que la valeur unitaire, au moment que j'ai acheté le fonds, on va dire exactement à pareille date l'année dernière, c'était 50 $. Et là, je reçois mon relevé et je m'aperçois, puis tiens, juste quelques jours avant de recevoir mon relevé, je l'ai vendu à 75. Donc, on s'entend rapidement que je viens de faire un gain de 50 %. J'achète un fonds à une valeur unitaire de 50, mettons une unité, puis je la vends à 75, un an plus tard. Donc, évidemment, c'est 50 % de gain. Mais je regarde mon relevé, souvent, en tout cas, le mien est fait comme ça. Il y a des beaux graphiques, tout ça, que je vois un peu comment s'est comportée la valeur du fonds, la valeur unitaire au cours de la période. Puis, je m'aperçois que, tiens donc, dans le beau graphique que ça a toujours l'air d'un électrocardiogramme, là, disons qu'il y aurait de l'arythmie souvent, mais je m'aperçois que c'est 100 $ le sommet, puis qu'il y a eu aussi un creux de 45. Je vous pose la question. Est-ce que je suis content d'avoir fait un gain ou dans ma tête à moi, je pense que j'ai fait une perte? En passant, là, cet exemple-là aussi a été fait pour analyser le comportement de plusieurs milliers de personnes. Là, ça faisait partie de l'étude de Daniel Kahneman et Vernon Smith à l'époque. Et vous êtes d'accord avec moi que vous ne serez pas surpris que j'ai l'impression que j'ai fait une perte parce que j'aurais pu la vendre à une valeur unitaire de 100 $. Évidemment, si je reviens ici, parce que souvent, c'est ce qu'on appelle l'ancrage. En tant qu'investisseur, souvent, on s'ancre, c'est le cas de le dire, sur un point qui n'est pas tout à fait le bon, un point de référence. Et ça, peut-être que je serai attentif ici. Il y aura peut-être une question là-dessus tantôt. Des points de référence qui peuvent être importants. Là. Souvent, on a tendance à s'ancrer sur le prix le plus élevé au cours de la dernière année, donc au prix où j'aurais pu le vendre. Donc, c'est ça que souvent. Pourtant, on s'entend-tu que dans cet exemple-là, j'ai fait un gain de 50 %. Peu importe. Évidemment, au niveau des personnes à la retraite, vous avez pas mal plus d'expérience que moi avec les clients. Si je vous posais la question, ben là, vous le voyez, là, si on avait été dans une salle, j'aurais pu cacher ça, mais vous le voyez que moi, les retraités, souvent, ont certaines craintes. Évidemment, là, tu accumules en vue de la retraite, tu arrives à la retraite, ben évidemment, tu as des craintes. On pourrait en nommer plusieurs. Évidemment, j'en ai énuméré quelques-unes. Les plus communes, c'est évidemment perdre mes économies ou encore avoir des dépenses imprévues. Parce que, évidemment, tout ça peut causer une baisse dans mes revenus. Parce que j'avais planifié mon portefeuille, il fallait que j'accumule tant en vue de la retraite pour avoir un revenu de temps. Mais évidemment, si je perds des économies tant en cours de route qu'au moment de la retraite où j'ai des dépenses imprévues, ben, ça ne sera plus les revenus que j'avais espérés. Donc, je vous pose la question. Vous voyez là les deux craintes, les deux principales craintes des retraités. Et si je vous posais la question, au niveau de la perte des économies, ce serait quoi? Nommez-moi quelques façons de perdre des économies. Je vous laisse le temps d'y penser. Ben, évidemment, ça serait, sans aucune surprise, des mauvais placements ou une chute des marchés boursiers en période de décaissement ou quand je pense ou encore tout simplement il faut que je sorte de l'argent de mon portefeuille
au mauvais moment, que ce soit pour un décaissement ou encore au risque de me devancer un petit peu, j'ai une maladie grave, il faut que j'aille piger dans le portefeuille, ben c'est comme une perte. Donc, évidemment, vous allez le voir tantôt aussi, restez avec moi, ça va être bien important. Je vais vous montrer un graphique tantôt, là. Donc, c'est ça. Donc, vous voyez, ça, c'est les façons de perdre des économies. En parlant de perte d'économie, je ne sais pas si, en fait, dans toute présentation que je fais, j'en parle toujours. Je parle toujours de mon beau-père. Évidemment, lui, il me parle plus, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Là, je fais des farces. Mais ça, vous en connaissez sûrement plusieurs façons de perdre des économies, mais celle-là, c'est la classique. Puis je vous le dis, ça, c'est pas arrangé avec le gars des vues. Mon beau-père, je sais pas, on faut remonter au début des années 2000. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, je vais vous dire le mot Nortel. Évidemment, souvent, c'est transformé maintenant en Mortel, mais évidemment, le fameux Nortel. Je ne sais pas si vous en souvenez, au début des années 2000, Nortel, évidemment, là, ça représentait 33% du poids de l'indice canadien à ce moment-là, mais puis, selon les analystes, puis les experts en la matière à ce moment-là, ça ne ferait que monter. Et il y avait le fameux chiffre qui me vient en tête là, de 216. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, là, mais Nortel, à un moment donné, là, lorsqu'il était autour de 120 $, les analystes disaient ça va monter jusqu'à 216. Fait que là, le monde faisait des calculs. Hey, wow, mon beau-père était là-dedans. Il était quelques mois après sa retraite. Puis, tu sais, ça, c'est toujours le classique. Évidemment, quand tu n'as pas assez mis de côté, t'as pas assez accumulé pour ta retraite. Tu sais, avais prévu mettre tant de dollars de côté, mais finalement, tu avais des dépenses imprévues, ben, peut-être t'en as mis moins. Ben, à un moment donné, pour compenser ça, ben, on fait toute la même affaire. Ben, on va compenser par le rendement. On va essayer de faire des meilleurs rendements. Ben, mon beau-père faisait le calcul, 120 kek à 216, ben, hey, ça va être l'enfer. Bon, mon beau-père l'a acheté à 124,50 et ça, c'est vrai, là, je vous preuve à l'appui. En fait, c'est en juillet 2000, 124,50. Avec les frais de transaction puis tout, ça a monté à 127,90. Mais lui, il se disait, tu sais, à ce moment-là, 127 jusqu'à 216, je vais mettre 50% de mon portefeuille là-dedans. Ça va me faire tout un revenu pour meilleur revenu, là. Et je vous pose la question. Quel était le point le plus bas de Nortel le 9 octobre 2002? 67 cents. 67 cents. Fait que mon beau-père, ça a parti de 127,90 à 67 cents. L'actuaire en mois direct, c'est une perte de 99,9998764%. Et si je vous pose la question, comment ça prend pour récupérer une perte d'au-dessus de 90%? Quel rendement ça prend? Ça prend au-dessus de 900%. Donc, bon beau-père, qu'est-ce qu'il fait actuellement? Ben, je fais toujours des farces, mais on a de bonnes relations, là, mais il est de retour sur le marché du travail. Donc, c'est le classique à ce moment-là. Donc, si vous avez dormi depuis le début de la présentation, c'est maintenant ici qu'il faut être attentif. Donc, ça, c'est vraiment un tableau qui parle beaucoup. C'est vraiment le tableau qui montre quel gain que ça prend instantané ou au cours des prochaines années, ça va prendre pour récupérer une perte. Donc, vous voyez, à la dernière ligne tantôt, ça prend, pour une perte d'au-dessus de 90%, ça prend 900% de rendement. Donc, mettons, ça prenait 900% de gain instantané, qui est pratiquement impossible, ou encore 90 ans à 10%. Donc, là, ça, c'est l'exemple extrême, mais mettons qu'il y avait une question là-dessus dans le sondage, ça prendrait, tu sais, juste une perte qui peut être commune. Là, on l'a vu récemment, là, une perte de 50%, ben ça prend 100% de rendement, donc 10 ans à 10%, grosso modo, là, si on oublie, là, comprenez là, ce que je veux dire. Donc,
sais, ce qu'on va voir tantôt, c'est que oui, c'est important de faire du rendement, peu importe, mais il ne faut pas sous-estimer l'impact d'une perte souvent, puis en plus, une perte au mauvais moment. Donc, évidemment, on l'a vu tantôt, juste quand je vous demandais de choisir deux fonds, le premier avait baissé de 10, le deuxième à 50 et souvent, on se laisse leurrer par le 10 par année du fonds B, mais moins tu perds, moins ça prend pour te refaire. Donc, moins tu vas gruger dans ton portefeuille, que ce soit parce que tu as eu une maladie grave, tu as besoin de revenus, ben moins tu vas gruger, moins ça va te prendre de rendement futur. Commencez-vous à comprendre où est-ce qu'on s'en va, où est-ce qu'on s'en va avec nos skis, là? Donc, c'est ça, là. Donc, c'est important, là. Donc, avec un tel tableau en tête comme ça, là, on pourrait se poser la question comment moi, vous ou nous tous ensemble, on réagit émotionnellement face aux gains et aux pertes. Parce qu'évidemment, là, c'est un tableau, là, mais ça va nous affecter émotionnellement, ça, je vous le dis, là. Donc, c'est pourquoi, je reviens toujours avec Daniel Kahneman et Vernon Smith de tantôt, là, les deux gars, ils ont quand même gagné un prix Nobel avec ça, un prix Nobel d'économie. Là. Donc, dans leurs recherches sur l'irrationalité, ces deux gars-là ont développé ce qu'on appelle la théorie des perceptions. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais la théorie des perceptions, ça décrit notamment comment nous, en tant qu'investisseurs, on va percevoir émotionnellement nos gains et nos pertes. Donc, ça, c'est une étude qui a été réalisée en analysant le comportement émotionnel. Ça, c'est vraiment des milliers de personnes là, face à différentes situations au niveau des marchés. Donc, normalement, si on était dans une salle, je vous dessinerais tout ça, mais bon, évidemment, avec les besoins, les moyens qu'on a actuellement, vous allez l'avoir tout de suite sous vos yeux. Donc, j'aurais aimé vous le dessiner, mais peu importe. La théorie des... Ça me fait triper. Je suis un actuaire, rappelez-vous. On tripe sur des choses bien différentes. Donc, la théorie des perceptions. Rappelez-vous, ça, à l'époque, ça, c'est un tableau cartésien. Rappelez-vous, là, l'axe des X puis l'axe des Y, cadran 1, 2, 3, 4. Là, bon, je vous fais grâce de ça. C'est pas ça le principe aujourd'hui, là. Mais on va juste se mettre ça en tête pour aller un petit peu plus loin. Là. Rappelez-vous le punch tantôt. Donc, au niveau de l'axe des X, c'est l'axe horizontal. D'un côté, à droite, c'est les gains et de l'autre côté, c'est les pertes. OK? Ça, c'est l'axe des X. L'axe des Y, qui est l'axe vertical, c'est ce qu'on appelle l'utilité. Bon, une utilité positive, donc, vers le haut, c'est une joie. Donc, on est content d'avoir fait, exemple, un gain. Et l'utilité négative, évidemment, vers le bas, là, ce que vous voyez vers le bas, c'est évidemment le contraire, c'est une déception. Donc, c'est un regret, c'est le mot que je cherchais, là, d'avoir fait une perte. Bon, vous êtes d'accord avec moi? On va se concentrer, premièrement, sur le cadran en haut à droite, là, où le pilote, comme moi, dirait le cadran nord-est. Donc, évidemment, la courbe, elle est convexe ou concave? Convexe, la bédaine est par en haut. Donc, concave, je m'excuse, la bédaine est par en haut. Donc, OK. Vous voyez la courbe? On va supposer que le client vient de faire, votre client, vous-même, moi-même, peu importe, gardons ça simple, on vient de faire $1 de gain. $1 de gain ou mon premier 5 de rendement. Tu sais, gardons ça simple, on va dire je viens de gagner une pièce. Vous voyez que c'est la ligne en rouge, là. Je frappe la courbe et ça me donne une certaine utilité positive. Donc, je suis content d'avoir fait un gain. Bon, jusque-là, ça va bien. On va dire que là, si je pouvais le dessiner, mais mettez-le dans votre tête, on va dire que je double mon gain. Tiens, je viens faire un gain de $2 au lieu d'un gain d'$1. Vous êtes d'accord avec moi que ça va me donner une certaine utilité
Mais voyez-vous, selon la courbe qui s'aplatit avec le temps, ça va me donner une plus grande joie, mais pas, ça doublera pas ma joie. Donc, gagner 2 piastres au lieu d'une pièce, je suis pas 2 fois plus content. Et plus on avance vers la droite, vous voyez qu'à un moment donné, ma joie ne sera vraiment pas plus grande. Donc, à un moment donné, c'est beau faire du rendement, mais comprenez que je ne serai pas plus content. Tu sais, mon premier rendement, c'est comme, all right, c'est cool, mais après ça, c'est comme, ça m'est dû. C'est correct, oh, je vais le prendre. All right. Donc, du côté des pertes maintenant, dans le cadran sud-ouest, hein, pilote en moi, donc évidemment, en bas à gauche, ce que vous voyez, c'est la courbe. Là, la courbe, elle est convexe, la bedaine par en bas. Là, c'est au niveau des pertes. Et c'est là que c'est vraiment important parce que vous voyez, c'est symétrique. Là, si je perds $1 sur la courbe, sur l'axe, je m'excuse, des Y, ça va me donner une certaine utilité négative, mais regardez comment que ça me donne l'utilité négative est beaucoup plus grande que l'utilité positive pour le même pour le même dollar, si je peux m'exprimer ici. Donc, je vais être pas mal plus malheureux d'avoir perdu $1 que d'avoir gagné $1. Vous me suivez? Et étant donné que la courbe ne s'aplatit pas, plus j'en perds, plus je suis malheureux et souvent, ça double ou ça triple, ainsi de suite avec la perte. Donc, on pourrait continuer comme ça, ainsi de suite, mais on ne s'enfargera pas d'un fleur du tapis. C'est que théoriquement, l'actuaire en moi dirait que au niveau des gains, l'utilité marginale d'$1 de gain supplémentaire diminue avec le gain, mais que l'utilité marginale d'$1 de perte supplémentaire augmente avec la perte. Donc, en conclusion, c'est que dans la tête d'un investisseur, $1 perdu vaut beaucoup plus $1 gagné. Et c'est ça qu'il faut mettre l'emphase, c'est qu'à un moment donné, rappelez-vous le tableau des pertes aussi, il va falloir se protéger. Et évidemment, je pourrais vous poser la question, quel genre de produit garanti qui permettrait de se protéger? Bien, les certificats de placement garantis, les fonds distincts, puis dans le cas de notre présentation, des produits d'assurance vie ou maladie grave, là, avec certaines valeurs à prime garantie, peu importe, c'est là-dessus qu'on va mettre l'emphase. Et évidemment, au niveau des dépenses imprévues, évidemment. Donc, on a vu tantôt que la première crainte des retraités, c'est de faire des mauvais placements, mais que l'autre crainte des retraités, souvent, c'est d'avoir des dépenses imprévues. Hein? J'aurais pu, encore une fois, vous poser la question, quel genre de dépenses imprévues on pourrait avoir? Ben, si on a une invalidité, si on est malade, ou ainsi de suite. Donc, ça, c'est le genre de dépenses imprévues qu'on pourrait avoir. À ce stade-ci de la présentation, ceux qui s'en souviennent tantôt, si vous étiez attentifs au début de la présentation, on va prendre 2-3 minutes parce qu'évidemment, le temps file quand même vite et j'ai quand même des belles choses à vous montrer tantôt. On a un beau petit sondage, deux belles petites questions pour voir si vous avez suivi depuis le début de la présentation. Ça va me montrer un petit peu, voir si j'explique bien, surtout dans un webinaire, puisque je ne vois pas votre réaction. Et j'aurais dû mettre ma femme en face de moi, j'aurais pu voir au moins aussi. Bon, peu importe. Histoire de vous faire participer un peu, je passe la parole à Jacinthe, donc j'y passe le flambeau pour qu'elle vous pose la première question du matin. Donc, Jacinthe, c'est à toi. Parfait. Donc, je vais lancer le premier sondage. Donc, en même temps, vous allez voir tout le monde la question, les choix de réponse. Donc, je vais lancer la première question et je vais la lire. Donc, parmi les raisons énoncées ci-dessous en lien avec le contexte actuel et qui démontrent clairement l'importance d'inclure un produit d'assurance maladie grave dans toute bonne planification de retraite, laquelle est fausse? Donc, on a la A, les marchés boursiers sont imprévisibles. B, l'espérance de vie a diminué considérablement. Et C, les taux d'intérêt ont atteint un niveau historiquement bas. Donc, je vais laisser un petit 5 secondes. Je vois que les gens ont commencé déjà à voter. Donc, je vais laisser un petit 5 secondes supplémentaires et arrêter le tout. Et Alexandre va pouvoir expliquer la bonne réponse par la suite. Donc, ça continue un petit peu à voter encore. Donc, parfait. Donc, je vais mettre fin au sondage.
et je vais partager les résultats. Donc, Alexandre, tu peux voir le résultat des participants? Je le vois très bien, oui, oui. Fait Super. Oui, vas-y, Jacinthe, est-ce que tu veux que je mentionne quelle est la bonne réponse? Oui, tu peux y aller maintenant. All right. Ben, la bonne réponse, parce qu'on demandait laquelle est fausse, évidemment, c'est, rappelez-vous au tout début, c'est que l'espérance de vie n'a pas diminué, mais a augmenté considérablement au cours des dernières années. Effectivement. Donc on va lancer. Exactement. Donc, la majorité ont eu la bonne réponse. Félicitations. Félicitations, oui. Donc, je vais lancer la deuxième question. Je vais la partager immédiatement. Donc, parmi les affirmations suivantes, laquelle est vraie? A. La théorie des perceptions décrit notamment comment les investisseurs perçoivent leurs gains et leurs pertes. B. Il faut un gain de 150 pour récupérer une perte de 50 Et C. Le prix le plus bas au cours de la dernière année n'est pas utilisé comme un point de référence par un investisseur pour déterminer s'il est fier d'avoir fait un gain ou s'il regrette d'avoir encaissé une perte. Donc, je vais laisser un petit 10 secondes pour celle-là. Je vois que déjà qu'il y a des gens qui votent. Donc, c'est parfait, ça continue. Un petit 2 secondes de plus. Super. Donc, je vais mettre fin au sondage, tout le monde, et partager les résultats. Donc, Alex, je te laisse la parole. Ben, merci, Jacinthe. Évidemment, ça, c'est le classique d'un actuaire, des longues questions avec n'est pas, n'est, ou ainsi de suite. Donc, évidemment, la grande majorité d'entre vous l'avez eu, évidemment, parce qu'on demandait laquelle est vraie. Et j'ai essayé de vous tromper avec de la négation, tout ça, mais vous l'avez eu. C'est que la théorie des perceptions décrit notamment comment les investisseurs perçoivent leurs gains et leurs pertes. La majorité, 68 ont eu la bonne réponse. Donc, je peux en conclure, j'imagine que j'explique pas si mal dans ce webinaire-là. Eh bien, merci Jacinthe pour ton intervention, c'est bien apprécié. Ça fait plaisir. À tantôt. Bye. OK. Donc, évidemment, on continue au niveau de la présentation et ce que j'allais dire, tu sais, tantôt, je voulais vous montrer des statistiques. Bon, les statistiques sont là, tu sais, bon, quand même, je vous dirais que 25 des hommes vont souffrir d'un cancer, puis blablabla. Tu sais, on a entendu beaucoup. En passant, ça, c'est des statistiques quand même très récentes, là. Tu sais, c'est pas des statistiques de 1977, là. Ça date de 2 ans, 2-3 ans, gros maximum. Donc, ça vous donne une idée. Mais où je veux en venir, là, c'est là le but, là, parce que, évidemment, il nous reste 15 minutes. On va être dans le temps, on va être top chrono. Donc, évidemment, ce que j'allais dire, peu importe les statistiques que je vous montrerai, là, c'est pas de se faire peur ce matin, mais c'est surtout, puis la prochaine diapositive, souvent, moi, ceux qui me connaissent savaient que j'ai pas trop de cheveux, là, mais quand je vois ça, j'ai le goût de m'en arracher, là. Mais ce que j'allais dire, c'est que le problème de nos jours, là, avec les maladies graves, c'est plus vraiment d'en mourir, tu sais, avec les avancées de la médecine, tout ça. Mais le problème, c'est d'y survivre, puis d'y survivre surtout la question, c'est dans quel état? Parce que ça peut affecter grandement notre espérance de vie. Puis, tu sais, l'espérance de vie, là, on va le voir sur la prochaine diapositive, là. Tu sais, au niveau des statistiques là-dessus, tu sais, on entend souvent, là, exemple souvent, là, un homme de 65 ans a encore une espérance de vie de 16 ans. Ça, c'est la statistique la plus récente en passant, là. Tu sais, c'est 16 ans d'espérance de vie. Mais, tu sais, l'espérance de vie, c'est une moyenne. Puis, c'est aussi, tu sais, j'ai beau vivre 16 ans, mais comme je disais tantôt, je vais vivre dans quel état? Tu sais, ça mériterait d'être décortiqué. Puis je l'ai fait pour vous à la prochaine diapositive. Puis ça va peut-être porter à réflexion, vous allez voir. Mais tu sais, juste je vais un bémol là. Tu sais, je suis pas fou comme je suis mal habillé. Tu sais.
ben, vous me voyez pas, je suis en mou, mais je veux dire, au niveau d'une moyenne, vous savez, c'est quoi une moyenne, là? Un actuaire, là, si je pense à une moyenne, là, c'est que, exemple, si je prends l'exemple d'une piscine, si je saute d'une piscine qui a en moyenne 6 pieds, je peux me péter la tête si je saute dans le 3 pieds au lieu du 9 pieds, là, vous comprenez? Parce que 3 plus 9 divisé par 2, ça donne 6. Ça allait en moyenne 6 pieds à piscine, mais j'ai sauté du mauvais bord. Donc, évidemment, c'est la même chose au niveau de l'espérance de vie. Il y en a qui vont vivre plus, il y en a qui vont vivre moins. Et comment ça se répartit autour de la moyenne, c'est ce qu'on appelle l'écart type. Donc, si mon écart type de 0, je vais avoir vraiment 16 ans, mais tu sais, en tout cas, peu importe. Ça sera le sujet d'une autre présentation. Mais ce qui est vraiment important ici, c'est cette diapositive-là. Parce que Statistique Canada a dit oui, puis ça aussi, on peut trouver ça aussi sur l'Institut canadien des actuaires. Là. C'est l'espérance de vie, oui, c'est 16 ans pour un homme puis 20 ans pour une femme de 65 ans. Mais ce qui est vraiment important, si on prend l'homme, là, vous regarderez la femme par la suite, là, mais un homme de 65 ans, c'est 16 ans, mais il va avoir 9 ans en bonne santé, à peu près 4 ans qui va être encore autonome, mais avec une certaine incapacité, puis un autre 3 ans en perte d'autonomie. Donc, c'est bien beau 16 ans, mais je vais avoir à peu près presque 7 ans où ça ne sera pas vraiment en bonne santé. Je ne sais pas si vous commencez à comprendre, là, mais à un moment donné, ça va prendre quelque chose pour se prémunir de ça, là, si on ne veut pas nécessairement aller gruger dans le portefeuille. Et évidemment, quel produit peut procurer des garanties puis qui va nous servir si on a une perte d'autonomie ou peu importe, c'est tadam, l'assurance maladie grave, évidemment. Rapidement, ce n'est pas le but de la présentation, là, mais chez SSQ, évidemment, on a un excellent produit d'assurance maladie grave. Peu importe le compétiteur, tous les produits sont bons. Chacun a ses caractéristiques pour se différencier des autres. Là. Mais évidemment, chez SSQ, on a 3 régimes de base enrichis. Et pour les enfants, évidemment, nous, pour le bien de cette présentation-là, dans 5-6 dernières diapositives, là, pour les 10 minutes qui restent, on va se concentrer sur le régime enrichi, mais sachez qu'on a le base et aussi un régime pour enfants. Le régime de base, en passant, là, pour votre gouverne, c'est souvent lui qu'on offre là, ou que le client qualifié d'office lorsque il a été tarifé standard en assurance vie. Souvent, les gens disent « Ouais, mais là, c'est juste 3 maladies, cancer, crise de cœur, ACV. » Oui, c'est juste 3 maladies, mais c'est les principales maladies. Parce que, encore des statistiques, mais selon les statistiques, pour être précis, 83,7% de ce qui arrive à un individu dans sa vie, c'est ces 3 maladies-là. Donc, à un moment donné, je suis quand même couvert quand même. Oui, tu peux avoir plein d'autres maladies, mais à un moment donné, question de budget aussi, le base peut être très intéressant. Puis au niveau du base, souvent, fait à noter, là, juste finir là-dessus, c'est plus facile de se qualifier à celui-là lorsqu'on a l'offre parce qu'on était standard en assurance vie, parce que souvent, là, en assurance vie, on va pas voir dans l'historique familial ce qu'on va faire souvent dans un vrai produit de maladie grave. Donc, souvent, c'est plus difficile de se qualifier là-dedans. Donc, souvent, l'offre peut être intéressante là, pour avoir les 3 principales maladies. Peu importe. On peut l'offrir en T10, T20, T75, T100, T100 libéré 20 ans. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on protège contre 4 maladies non critiques. Évidemment, on les connaît, les stades 1A. Là, et ça va donner 10 du capital, maximum 50 000. Et ce qui est intéressant, c'est que ça ne réduit pas la prestation future. Donc, je suis assuré pour 100 000. J'ai un cancer de peau premier stade 1A. Donc, évidemment, je reçois 10 000, mais je conserve mon 100 000. Et évidemment, on peut rajouter différentes options. On peut l'avoir de base, comme une voiture, ou rajouter des options, que ce soit l'option de remboursement au décès, à l'échéance et à la résiliation. La différence entre échéance et résiliation, c'est difficile à prononcer ce matin tout seul dans mon bureau, c'est
Évidemment, c'est que le remboursement des primes à l'échéance va se faire une seule fois à l'âge de 75, tandis qu'à la résiliation, ça va commencer après 20 ans ou à l'âge de 55. Donc, le remboursement des primes peut arriver avant. OK. Donc, c'est pas vraiment là-dessus, parce que le temps file quand même, là, mais qu'on va mettre l'emphase, mais ça vous donne une idée des coûts, là. Je vous donne pour, mettons, si pour un T100, pour un 20 paiements, là, pour des paiements annuels, pour un homme non-fumeur de 35, ben c'est d'ailleurs lui qu'on va utiliser dans notre exemple. Fait d'ailleurs, on pourrait déjà se concentrer sur lui, là. Dépendamment des options, l'option de base, 3 maladies ou enrichi 25 maladies, évidemment, vous voyez un peu ce que ça donne. Nous, pour notre exemple, on va dire que le client a le budget pour. On va prendre l'option enrichie avec retour des primes au décès et retour des primes à l'échéance. Donc, le dernier à l'autre bout, là, à votre droite complètement, ça lui coûterait 2095 par année payable pendant 20 ans, libéré par la suite. Donc, même chose pour une femme, peu importe. Et les commissionnements, donc, ça vous donne un peu l'idée du commissionnement, mais je pense que ça, c'est pas vraiment le but. Et là, on arrive tranquillement à la fin. Préparez-vous, regardez en l'air, pas d'en avoir sur la tête. Les ballons sont à veille de tomber du plafond. Je vous pose la question, si c'est mieux de contribuer à un REER ou d'acheter un produit de maladie grave? Vous allez dire, Alex, on s'en va où comme ça? Vous allez voir, c'est qu'on s'en va comme ça. Donc, OK. Ça, c'est vraiment la base de notre concept. C'est vraiment ce petit exemple-là. Gardez-le bien en tête parce qu'on va le travailler. Il reste exactement 5 diapositives, 5 minutes, top chrono. Donc, évidemment, OK. Notre même monsieur, c'est notre client, ou c'est votre client, peu importe. Ce client-là a le choix entre acheter un produit de maladie grave ou cotiser à son REER. Juste rapidement comme ça, on va supposer que le rendement moyen net, 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 du REER est de 7 Hein? Je vous rappelle, vous l'avez entendu, j'ai fait une thèse sur 8 siècles de crise financière, un rendement net de 7 Hein? Disons que j'ai pesé fort sur le crayon, là. J'ai vraiment voulu que ça paraisse. Mais est-ce que vraiment on est capable d'avoir. Ah, j'ai entendu. Oui, ben, il va falloir m'argumenter longtemps pour avoir un rendement net de 7 Puis ça, c'est un rendement net avec un écart type de 0, là. Parce qu'évidemment, je m'excuse pour vos yeux, je vous brasse un peu, là, parce que si on va supposer, là, c'est vraiment 7 par année ou que ça va faire. Parce que si je vous montre un graphique, là, parce que qu'est-ce que l'écart type? C'est le risque. Donc, un écart type de 0, c'est qu'il n'y a pas de risque. Donc, ça va toujours donner le rendement attendu. Mais évidemment, un marché boursier, vous le savez, là, ça peut faire 14 une année, puis 0 l'autre, puis 0 l'autre année. Donc, 14 plus 0 divisé par 2, ça ferait un rendement de 7 sur 2 ans. Mais vous êtes d'accord avec moi que si j'ai des pertes, ça me donne une perte, mais à un moment donné, si j'ai un rendement de 7, ben, si j'ai une perte de 7, ça va me prendre plus que 7 pour remonter. Donc, où je veux dire, c'est que, évidemment, c'est plus ça, si on faisait un modèle stochastique, là, j'ai vraiment supposé que l'écart type était 0, mais normalement, ça pourrait donner pas mal moins que ça, là, parce que, évidemment, plus la volatilité est élevée, plus la valeur va fluctuer. Donc, ça sera le but d'une autre présentation, là, mais je veux juste que vous gardiez en tête que j'ai pesé fort sur le crayon sur le 7 là. Donc, mon petit monsieur, il a le choix. Donc, on va regarder du côté à droite. Mettons que son budget lui permet de cotiser 2095 par année dans son REER à un rendement net de 7 là. Ça veut dire que ça prendrait, si on investit d'un fonds distinct là, avec un frais de gestion de 2 ou 3 là, ça y prend du 10 par année. Là. Wow! OK? J'en dis pas plus. Donc, évidemment, la valeur accumulée du fonds après 20 ans serait à peu près 92 000. Vous le voyez à droite? Parfait. Donc, il y aurait le choix pour le même montant de 2095. Ça lui donnerait une belle maladie grave libérée 20 ans en ajoutant les options de retour de prime au décès puis retour de prime à l'échéance. Donc, à la résiliation, je m'excuse. Donc, évidemment, vous vous souvenez, la prime annuelle serait 2095, on l'a vu dans le tableau tantôt, et ça donnerait, après 20 ans, un retour de prime de 41 894.
Donc, c'est 20 fois 2095. Ça va jusque-là? Donc, mon petit monsieur, mettons qu'il n'y a pas de maladie grave. Je vous ai comparé au cours des années, là, d'un côté, la maladie grave et l'autre côté, la valeur accumulée du REER. De façon triviale, on va dire évidemment que de cette façon-là, il aurait été mieux de cotiser au REER. Hein? Parce qu'au bout de 20 ans, si on regarde la ligne 20, là, il y aurait ça, c'est le retour de prime, on l'a vu tantôt, à peu près son 42 000. Puis au REER, il y a quand même 92 000 là, qui pourraient transformer en fer à ce moment-là. Ça va jusque-là? Parfait. Par contre, s'il y a une maladie grave, là, il serait beaucoup mieux avec un produit de maladie grave. Vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'il y a 100 000, mais c'est 100 000 net. Tandis que s'il faut qu'il gruge dans son REER, mettons après 20 ans, mettons qu'il y a une maladie grave à 55 ans, là, parce que gardons ça simple, là, mais les statistiques montrent que la probabilité de maladie grave, c'est entre 55 et 65. Là. Donc, les statistiques démontrent ça. Donc, on est pas mal pile dans notre homme de 35 ans, là, à 20 ans après 55, qui tombe bien. Donc, évidemment, il y aurait 92 000, mais il y aurait 92 000 bruts. S'il faut qu'il prenne un montant là-dedans, il va y avoir de l'impôt. Là. Vous comprenez? Parfait. Donc, à la lumière de ces résultats-là, pour les 2-3 minutes qui restent, évidemment, et c'est le but de la présentation, je vais vous démontrer que l'idéal, c'est combiner les deux. Donc, c'est tout comme en investissement ou c'est tout comme en, tu sais, là, peu importe, là, il ne faut pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Donc, évidemment, pourquoi pas faire une combinaison des deux? Donc, ici, on va prendre, en fait, je m'excuse vos yeux, je ne voulais pas trop vous brosser, là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cotiser au REER, puis la beauté, puis ça, je vais vous montrer en exemple, là. On va prendre le retour d'impôt, puis au lieu d'aller dans le sud, de toute façon, on peut pas vraiment sortir là, hein? Mais surtout cette année, mais peu importe, là, pas le but de la présentation, mais on va prendre le retour d'impôt pour acheter une maladie grave. Hey, wow! Ça, c'est intéressant. OK, je ne sais pas si vous le sentez, mais ça m'excite. Donc, j'espère que ma femme ne m'entend pas, mais bon. Donc, évidemment, on va prendre le même petit monsieur, l'homme non-fumeur, 35 ans. On va dire que son revenu imposable est de 50 %. Pourquoi? Pour calculer son retour d'impôt. Sa province, évidemment, on est au Québec, reste au Québec. Le même rendement net de 7 %. Donc, concentrons-nous sur la colonne de droite. Évidemment, pour ceux qui regardent l'heure, on achève 1 minute ou 2 gros max. Donc, de toute façon, on a commencé 2-3 minutes en retard. Donc, évidemment, puis je vous le dis, restez là, ça s'en vient. Donc, au niveau du REER, la même cotisation, c'est le même budget de notre monsieur. Donc, il va mettre 2095 par année dans son REER. Donc, évidemment, ça va lui donner la même valeur accumulée à l'autre bout de 92 000. Vous vous souvenez tantôt, ce n'est pas le tableau qu'on a vu tantôt. Et le 2095 au Québec pour un revenu imposable de 50 000, ça va donner un retour d'impôt de 778 $. OK? Donc, avec ce 778 $-là, on va se poser la question comment, c'est-à-dire, quel volume ou quel capital de maladie grave ça peut me donner. OK? Donc, je l'ai déterminé pour vous. Il faudra aller dans le logiciel. Vous iriez dans le logiciel, vous mettrez la prime annuelle que vous voudriez, puis ça vous calculerait déjà en fonction des options que vous ajoutez quelle maladie grave. On va garder le même exemple, le même T100 libéré 20 ans, là, le 20 paiements. Et dans notre cas, ça donnerait un capital de 30 500. Vous le voyez? 30 500. Donc, tantôt, le 2095 par année nous donnait le 100 000 là, pour le libérer 20 ans, mais là, c'est 778 par année. Donc, ça donne 30 500. Là, je sais que vous allez dire, ouais, 30 500, me semble, c'est pas gros. Bien, 30 500,
sérieusement, il y a eu, je ne sais pas si vous l'avez vu, ça date quand même de 2 ans. Là, il y avait une étude qui avait été faite là-dessus. Ça avait été, d'ailleurs, il y avait un article de la presse, vous pouvez le trouver d'après moi sur Internet, là, le journal La Presse qui en parlait, qui disait que pour monsieur, madame, tout le monde, là, la grande majorité des gens, là, juste une maladie grave de 25 000, là, ça peut faire toute la différence du monde. Tu sais, des fois, on a trop tendance à dire hey, je veux le gros montant, puis ainsi de suite. Non, 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 non. Souvent, c'est 25 000, ça peut faire toute la différence du monde. Et d'ailleurs, là, j'ai pris un libéré 20 ans, puis j'ai mis toutes sortes d'options. Mais tu sais, si j'avais pris juste un temporaire bien basic, ça m'aurait, avec 778 piastres, ça m'aurait donné un pas mal plus gros volume aussi, là. Mais là, pour les besoins de la cause, j'ai pris cet exemple-là. Donc, 778 $ par année pour 30 500 de maladies graves. Au bout de 20 ans, 20 fois 778, ça me donnerait une valeur accumulée de 15 774. Donc, en terminant, s'il n'y avait pas de réclamation pour la maladie grave, ben, vous êtes d'accord avec moi que la combinaison des deux, ben, ça donne quand même quelque chose d'intéressant. Après 20 ans, là, ben, j'aurais quand même un retour de prime de 15 574, puis j'aurais une valeur accumulée dans mon REER qui est la même que si j'avais choisi uniquement le REER de 92 000. C'est sûr que celui-là est brut quand même, mais si je n'ai pas eu de maladie grave, donc j'ai quand même ça à ma disposition. Et si j'ai une maladie grave, on dirait que le tableau ne change pas, là. La diapositive ne change pas, mais regardez le titre, ça a changé. Si j'ai une maladie grave, ben, en partant, j'ai 30 500 $ à ma disposition. J'ai toujours la même valeur accumulée dans mon REER que je n'ai pas touchée. Et tu sais, je peux faire un méchant bout de chemin avec 30 500. Puis de toute façon, si jamais j'en avais besoin d'un peu plus, ben je peux aller piger dans mon REER. C'est pas interdit, mais où je vais en venir, il va falloir que j'aille piger un peu. Tu sais, je vais piger l'excédent. Donc, ça risque d'être pas mal moins que si j'avais choisi le REER toute seule. Donc, rappelez-vous, si je vais chercher quelque chose dans mon REER, c'est comme qualifié comme une perte. Rappelez-vous le fameux tableau des comment ça prend de gain pour rattraper une perte. Ben, si je vais en chercher moins, ça me prend un rendement futur pas mal moindre pour rattraper tout ça. Comprenez-vous à comprendre? Peu importe, je commence à être fatigué, mais évidemment, je ne sais pas si vous comprenez, mais c'est vraiment le but, c'est la combinaison des deux. Donc, tu sais, pas mettre ses œufs dans le même panier. Donc, il est exactement 11h04. Donc, je vous remercie d'avoir été là. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné, surtout dans la période REER actuelle, une bonne façon d'utiliser pour vous ou suggérer ça à vos clients, une bonne façon d'utiliser le retour d'impôt pour s'acheter une belle maladie grave. Puis, évidemment, les statistiques le démontrent, peu importe. C'est important d'avoir ce genre de produit-là qui est souvent négligé parce que souvent, en terminant, tu sais, on a souvent tendance à acheter, à se protéger pour l'assurance vie, de l'assurance dommage, l'assurance invalidité, tout ça. Puis quand on est rendu là, bien évidemment, notre budget n'augmente pas avec le nombre de produits. Puis tu sais, c'est souvent le produit qui est laissé de côté, le maladie grave. Mais dans la tête à moi, puis dans la tête de l'Institut canadien des actuaires, c'est le produit le plus important que le client devrait avoir dans son portefeuille. Mais souvent, on a moins le budget pour ça, mais avec le retour d'impôt, ça peut être une belle façon. Donc, bon mardi, continuité de mardi de journée. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, ben, au plaisir. Merci d'avoir été là. Bye bye.